Aujourd'hui, j'ai le privilège de m'entretenir avec Denis Bourque, qui est professeur au département de travail social de l'Université du Québec en Outaouais. Il dirige le Centre de recherche en organisation communautaire et pour l'occasion, c'est surtout un grand complice de Communagir et ça depuis vraiment toujours, là. Entre autres choses, il a été le premier président du conseil d'administration en 2011. Il a cofondé l'opération Veille et soutien stratégique pour laquelle il siège toujours au comité de direction. Puis il dirige aussi en ce moment 2 recherches sur lesquelles Sonia Rashtine, chez nous, est co-auteur. Alors, Denis, bonjour. 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 Denis, ça a été quoi tes premiers liens avec ce qui allait devenir Communagir? Je pense que ça coïncide avec la création du collectif des partenaires en développement des communautés, mais peut-être tu peux m'en dire un peu plus? Oui, même je dirais que c'est même un peu peut-être antérieur, là. En fait, il y a une situation qui s'est passée au début des années 2000 au Québec, là. Il y a eu une espèce de saut qualitatif par rapport à la question à la fois de l'action collective dans ses formes avancées, là, que peuvent représenter l'action intersectorielle, la concertation, puis aussi pour toute la question du développement des communautés. C'est sûr qu'au Québec, là, on est performant, puis on a une expertise dans ces domaines-là là, depuis une quarantaine d'années. Mais au tournant des années 2000, il y a un certain nombre de politiques publiques qui ont, d'une certaine manière, reconnu cette expertise, qui l'ont intégrée. Je pense, entre autres, par exemple, au Programme national de santé publique qui a été publié en 2003, dans lequel le développement des communautés était un axe central. Auparavant, il y avait eu des travaux à l'INSPQ, l'Institut national de santé publique, sur le développement des communautés, avec des productions majeures là, qui ont inspiré pendant de nombreuses années les acteurs à ce niveau-là. Il y a eu également ce qu'on appelait les ATI, donc les approches territoriales intégrées associées au plan de lutte à la pauvreté, qui s'appuyaient en termes de stratégie là, sur cette expertise d'action collective territorialisée, concertée. Donc, il y avait un momentum là, au début des années 2000 qui s'est avéré très favorable. Je pense aussi aux travaux de Réal Boisvert qui travaillait également en santé publique à Trois-Rivières, là, puis qui avait développé donc toute une approche là, concernant l'identification des communautés territoriales et le travail à faire au plan davantage local. Ce qui avait inspiré également, je pense, la Fondation Chagnon là, dans ses approches autour des 3 fonds là, qui ont été créés au début des années 2000, là, qui ont connu un déploiement quelquefois difficile, là, mais l'inspiration, c'était de se baser sur une mobilisation des acteurs et des communautés. Donc là, je dirais, il y avait une forme d'effervescence favorable à la fois à l'action collective, développement des communautés, action intersectorielle, etc. Et ça l'a amené des acteurs impliqués là, à différents niveaux, là, je dirais, à se réseauter davantage pour chercher à répondre à des besoins qui étaient assez émergents à ce moment-là, des besoins à la fois de soutien par rapport aux acteurs qui s'engageaient là-dedans, des besoins de recherche également, mais aussi une volonté d'éviter peut-être certaines dérives là, qui pouvaient apparaître là, dès ce moment-là, des dérives du genre là, instrumentalisation. Ça veut dire, dans le fond, utiliser cette approche d'action collective là, qui est le développement des communautés territoriales, qui avait fait ses preuves à Montréal, entre autres au niveau des tables de quartier qui étaient déjà existantes et ailleurs au Québec. Mais l'instrumentalisation, c'est utiliser ça pour des fins finalement de programmes ou de politiques qui sont conçus à l'extérieur et non pas de mettre ces programmes-là au service du développement qu'on appelle endogène, qui est ascendant, qui provient des communautés. Donc, c'est l'instrumentalisation, l'hyper-concertation aussi, dans le fond, de multiplier des programmes ou des démarches qui utilisent toujours la même approche, mais sans avoir de cohérence ou je dirais, de coordination. Ça créait des problèmes importants à ce moment-là. Ça en crée des fois toujours aujourd'hui là, dans les territoires. Là, hein. Donc,
il y avait un danger de... Là, le bon côté, c'est d'avoir reconnu l'importance du développement des communautés, je dirais l'efficacité du développement des communautés, l'avoir reconnu, mais le danger, c'est de mal l'utiliser puis de lui faire perdre à la fois son sens et son efficacité. Et ça rejoignait beaucoup des acteurs intéressés à ce moment-là à dire comment on pourrait travailler pour répondre aux besoins, puis en même temps s'assurer, je dirais, d'une pertinence toujours confirmée là, de cette approche-là, qui est une forme d'action collective, je le répète, là, avancée au Québec, qui a fait ses preuves. Et ça a réuni donc un certain nombre de personnes, dont Bill Linax et d'autres, autour effectivement du collectif des partenaires à développement des communautés, qui avait un autre nom à l'époque. Mais aussi, on avait organisé en 2008 un séminaire sur la participation citoyenne au Centre Saint-Pierre. 150 personnes on a publié un cahier là-dessus. Là, on l'a réédité récemment avec Clément Mercier. Mais c'est un événement quand même, parce que la préparation de ça, là, ça avait réuni plusieurs de ces acteurs-là. Je pense aux gens à l'INSPQ à ce moment-là, qui, entre autres, publiaient la revue Développement social, qui avait un impact très important au Québec. Jean Tremblay, entre autres, et des gens même de la santé publique fédérale qui étaient impliqués là-dedans, des acteurs, par exemple, le Centre d'écologie urbaine à Montréal. Et donc, travailler sur ce séminaire-là, puis se dire, bien là, ça prendrait, au-delà de ce séminaire, quelque chose qui serait, je dirais, plus durable, plus structurant pour être capable d'agir, comme je le disais tantôt, pour favoriser à la fois le maintien du sens et de l'efficacité du développement des communautés. Et ça passait par le collectif, puis ça passait aussi par Communagir et d'autres initiatives. D'autres initiatives, parce qu'à l'époque, il y avait aussi, par exemple, ça s'appelait l'ARUC, l'ARUC ISDC. L'ARUC, ça veut dire Alliance Recherche Université Communauté. C'est un gros programme fédéral qui était à l'UQO, dirigé par Lucie Fréchette. On a eu ça là, pendant 7 ans, là, cette ARUC là, qui a permis de faire des travaux de recherche sur l'innovation en développement des communautés. Donc, c'est un autre dispositif là, qui était drôlement important à ce moment-là. OK. Je disais tout à l'heure que tu as cofondé avec Communagir, mais aussi avec le Réseau québécois en développement social, le Regroupement québécois des intervenants et intervenantes en action communautaire, en C3S, l'opération Veille et soutien stratégique. Ça fait que ça se situe là, à peu près au milieu des années 2010. Peux-tu nous dire, c'est quoi le besoin que vous aviez identifié? Bon, le contexte était bien sûr propice à ça. Et puis, pourquoi vous avez mis en place ce moyen-là pour répondre aux besoins que vous aviez identifiés? Donc, je dirais qu'à partir, mettons, 2005, 2008, il y a eu une lancée là, extrêmement intéressante, favorable au développement des communautés, mais avec toutes sortes d'embûches et de pièges sur lesquels il fallait travailler. Là. Mais vraiment, je dirais, il y avait un air d'aller extrêmement intéressant, positif. Et là est arrivée l'austérité là, en 2015, essentiellement, 2014-2015. Austérité, donc, décidée par le gouvernement Couillard et qui a eu un impact extrêmement important là, sur l'infrastructure qui soutenait au Québec, je dirais, l'approche là, de l'agir ensemble, de la concertation au plan à la fois régional et local, particulièrement en milieu rural, parce que finalement, c'était l'abolition de la politique nationale de la ruralité qui, dans sa 3e mouture, là, qui venait d'être adoptée, la politique nationale de la ruralité, 3e version, elle était axée directement de manière centrale sur l'action intersectorielle. Donc, ça, là, ça a créé, je dirais, un effet de choc. Là. Ça a été extrêmement déstabilisant un peu partout au Québec, y compris à Montréal, mais un peu moins à Montréal, parce qu'à Montréal, heureusement, ils avaient l'initiative montréalaise de soutien au développement social local, donc la politique publique tripartite qui finance les tables de quartier, qui justement, en 2015, au même moment où il y avait le désinvestissement à la fois financier
et des investissements publics là, dans, je dirais, l'agir ensemble. Cette initiative était reconduite à Montréal. On était comme dans un courant inverse. Heureusement que c'était présent, mais ailleurs au Québec, finalement, on avait non seulement un désinvestissement puis une abolition d'un certain nombre de structures soutenantes là, pour le développement des communautés, mais on avait aussi toute une orientation au niveau de l'action publique qui était axée sur la centralisation dans le réseau de la santé et des services sociaux, en créant des mégastructures, en se coupant finalement des territoires locaux, en même temps qu'il y avait une dévolution d'un certain nombre de responsabilités envers les municipalités, donc une espèce d'incohérence de l'action publique elle-même, là, qui, je dirais, dans le core business, qui est la santé des services sociaux, se centralisait, se coupait des milieux, se coupait de la participation citoyenne, entre autres, dans les conseils d'administration, etc. Puis, par ailleurs, un appel, d'une certaine manière, à une forme de délocalisation, en fait, de municipalisation du développement social. Ouais. Donc, ça créait une confusion, ça créait une situation qui nécessitait d'avoir des moyens là, de regarder comment ça évoluait, à la fois en termes de politique publique, de restructuration de l'action publique au plan provincial, régional et local, mais aussi de regarder comment les acteurs eux-mêmes de la société civile et les acteurs impliqués dans ces différentes démarches de développement des communautés se repositionnaient par rapport à ça, quelle stratégie qu'ils développaient là, pour finalement faire face à des conditions essentiellement défavorables, mais en misant sur leurs forces. Et c'est pour ça qu'on a pensé que un outil comme l'OVSS est absolument indispensable. Opération veille, le mot le dit, là, hein, veille et soutien stratégique, hein, c'est l'orientation, ça. Et donc, heureusement qu'on a pu, je dirais, trouver un allié dans la Fondation Chagnon là, pour être capable de donner des moyens à cette ressource-là là, pour faire son travail, à la fois de monitoring des changements, mais aussi d'identification des stratégies de repositionnement et des perspectives pour relancer, pas seulement être dans la résistance, mais être dans la relance de l'action collective. Voilà. Et donc, c'est l'origine de l'OVSS. L'OVSS a été très active autour de la crise socio-sanitaire aussi. Alors, tu sais, ce besoin-là de veille et de soutien stratégique demeure, se maintient, puis va continuer, là, parce qu'on peut imaginer facilement qu'il y aura d'autres périodes à traverser sur lesquelles il faudra faire des veilles, sur lesquelles il faudra soutenir les acteurs du développement collectif. Oui, on rentre dans une de ces périodes inédites, c'est la période de la post-pandémie. Oui, c'est ça. C'est sûr, là, hein, la situation là, qu'on va vivre à partir de l'automne prochain, c'est une situation qu'on n'aura jamais vécue là, parce qu'elle va être à la fois teintée du traumatisme, mais aussi des expériences puis des acquis qui ont été développés pendant la pandémie au niveau de l'action collective, l'action concertée, mais aussi de l'intervention collective. Je différencie parce que l'intervention collective, c'est le travail des professionnels, des agents là, qui soutiennent l'action collective, qui sont au cœur de ces processus-là, qui ont dû adapter leurs pratiques là, à un contexte tout à fait inédit. Donc, ça, c'est nouveau. Je dirais, comment on va collectivement au Québec remettre sur les rails les pratiques d'action collective dans un contexte de déconfinement, de post-pandémie, mais aussi dans un contexte où on voit bien là, que l'avenir va être teinté de manière importante là, par ce genre d'enjeu collectif qui va minimalement prendre la forme là, de la lutte au changement climatique, de la transition, si ce n'est pas d'autres pandémies ou d'autres. Tu sais, on voit bien là, qu'on est devant des défis inédits là, collectivement.
Absolument, absolument. Puis c'est là que je voulais t'amener parce que tu as un projet de recherche actuellement, je le disais plus tôt, là, sur lequel Sonia est co-chercheur, mais c'est vraiment sur cette transition socio-écologique et vous avez volontairement uni les deux mots, là. Euh, tu as commencé à en parler, mais tu sais, pourquoi vous avez jugé tout à coup, parce que c'est pré-pandémie, là, ce projet de recherche, vous l'aviez déjà en tête. Pourquoi, à quel moment vous avez senti le besoin d'aller vers ça dans vos champs de recherche avec le groupe de recherche, puis bon, tous les partenaires qui sont autour de ça aussi, là? Oui, effectivement, le projet de recherche a été déposé avant la pandémie, là. Oui, Euh, En fait, c'est un constat, là, hein, c'est un constat qui est fait là, par les acteurs, hein, du développement des communautés à différents niveaux, là, que ce soit les organismes eux-mêmes impliqués, là, les organismes communautaires, associatifs ou même les institutions, les gens qui accompagnent, donc qui sont les intervenants collectifs. Il y a un constat que au Québec, là, on est très performant au niveau de l'action collective dans le champ du développement des communautés territoriales, donc basé là, sur des territoires vécus, mais avec une dominante concernant les enjeux qu'on appelle de développement social, donc ouais. lutte à la pauvreté, par exemple, entre autres, logement, transport, Mhm. sécurité alimentaire, et aussi par rapport à des enjeux là, qui concernent des populations, des catégories, là, par exemple les jeunes, les femmes, les personnes aînées, etc. On est très performant là-dessus. Mais en même temps, il y a un défi là, qui est celui de travailler à l'intégration des différentes dimensions du développement des territoires. Ces dimensions-là, évidemment, il y a les enjeux sociaux là, que j'ai nommés tantôt, mais il y a aussi Bien des sûr. enjeux économiques, il y a des enjeux environnementaux, culturels, politiques. Et là-dessus, là, on a de la difficulté à aller au-delà, je dirais, du développement strictement social, même si c'est majeur, on s'entend bien là-dessus, c'est Ouais. important, mais il y a un défi d'aller vers une intégration, donc de travailler de manière plus transversale sur les enjeux des communautés qui sont également économiques et environnementaux. Puis donc, le constat, c'est qu'il y a il y a une demande citoyenne, Ouais. puis elle est encore plus grande aujourd'hui qu'il y a 2 ans, là, mais il y a une demande citoyenne par rapport aux enjeux environnementaux. Toute la mobilisation au Québec, par exemple, contre les gaz, l'extraction des gaz de schiste, Oui, c'est remarquable, ça, cette mobilisation au Québec. Euh, Puis il y a également une mobilisation très forte par rapport à la question de la transition. Donc, sur, je dirais, des citoyens qui prennent des initiatives là, pour oui. influencer le mode de vie là, hein, des communautés, influencer les manières finalement à la fois de consommer, de se déplacer, le cadre bâti dans lequel les communautés évoluent. Et ces initiatives-là, le constat qu'on a fait, c'est qu'elles sont difficilement arrimées, ces Oui. initiatives-là, avec ce qui se passe au niveau du développement social, du développement des communautés. Et la question, c'est essayer de comprendre euh, pourquoi cet état de fait, lorsque c'est davantage arrimé, puis que ça travaille davantage en convergence, quel effet que ça produit, là, comment, dans le fond, ça peut favoriser davantage d'action par rapport à la lutte au changement climatique, la réduction, finalement, de l'utilisation des gaz à effet de serre et la transition socio-écologique. Ouais. Lorsque ça fonctionne, lorsque ça a de la difficulté à s'arrimer, pourquoi? Quels sont les freins, quelles sont les difficultés qui font que, finalement, on a le maillage n'est pas encore optimal entre ces deux, je Mm. dirais, grandes forces collectives, qui est le mouvement communautaire, puis toute l'action en développement des communautés, et le mouvement social Ouais. concernant l'environnement, particulièrement la transition. Il y a un enjeu de, je dirais, de convergence à ce niveau-là, que
le projet de recherche va tenter de mieux comprendre et éventuellement favoriser la convergence en question. Ça va être super intéressant. Je pense que c'est nécessaire. On est rendu au moment où il faut vraiment mettre la loupe sur ces enjeux-là. Écoute, Denis, on pourrait parler pendant des heures, je crois, sur des sujets comme ça. Si on se rend compte, c'est pour un anniversaire, comme Nagir a 10 ans cette année. Alors, on a l'habitude de faire des souhaits dans un contexte d'anniversaire. Je te demanderais, c'est quoi tes souhaits, toi, pour le développement collectif? Qu'est-ce que tu espères? Bien, je parlais de cette question-là, de l'intégration, davantage d'intégration. Je dirais également un souhait de capacité plus forte de transformation également. OK. Transformation, ça veut dire que le développement collectif, ça fonctionne au Québec. C'est performant au Québec, mais ça a de la difficulté à avoir de l'effet, de l'impact par rapport, je dirais, au monde des services institutionnels et des pratiques professionnelles. C'est-à-dire, Oui. Souvent, nos initiatives, là, ça va concerner la mise en place d'activités, de services. Ça va concerner finalement des réalisations qui vont beaucoup se faire en milieu communautaire, en partenariat avec les acteurs locaux, là, institutionnels et autres, y compris des fois le secteur privé. Mais dans les institutions elles-mêmes, là, que ce soit en santé et services sociaux, au niveau de l'éducation, dans les municipalités, le gros des services publics là, puis des pratiques professionnelles sont encore trop faiblement influencés pour changer leur manière de faire, Ouais. développer des approches davantage, je dirais, partenariales et des approches de proximité avec les citoyens, les communautés. Dans le fond, les pratiques institutionnelles sont encore trop marquées par des approches traditionnelles, beaucoup influencées par un management là, qui est trop conservateur, trop classique. Là. Puis là, donc, comment on pourrait favoriser qu'il y ait du changement dans l'action publique au Québec, là? Ouais. Y compris dans le financement qui vient de l'action publique pour le milieu communautaire et les initiatives concertées, du financement qui devrait s'inspirer, à mon avis, de ce qu'on retrouve maintenant dans la philanthropie Ouais. de proximité, la philanthropie d'accompagnement. On a quelque chose de beaucoup plus intéressant comme modèle là, par rapport à l'approche traditionnelle des bailleurs de fonds, qui est encore dominante dans l'action publique, c'est-à-dire on détermine les programmes, puis on fait des appels d'offres, puis c'est une relation contractuelle. Oui, tout à fait. En philanthropie, on est ailleurs maintenant au Québec. Là, ça n'a pas encore malheureusement pollinisé. J'aime mieux ce terme-là que contaminé, là, parce que c'est positif. Là, hein? Il faut que l'action publique, entre autres dans sa mission de bailleur de fonds, s'inspire de ça. Il faut changer le modèle. Mais c'est la même chose au niveau des pratiques institutionnelles. Dans une ville, c'est bien intéressant que le service des loisirs, de la vie communautaire, soit un service d'avant-garde au niveau du travail en partenariat, puis du soutien, puis de l'implication dans le développement des communautés. Ça, c'est très intéressant, mais il y a plein d'autres services dans les municipalités. Là. Hein, c'est la même chose. Dans le CIUS, là, c'est très bien qu'il y ait une équipe d'organisateurs communautaires, mais les autres services, il faut que ça bouge dans ce sens-là. Il faut qu'on sorte des murs, là, puis qu'on arrête d'être, je dirais, centré dans la mission institutionnelle, comme si ça se faisait sans vase fermé. Là. Donc, ça, c'est un autre défi. Je terminerai en disant que ce que je souhaite également, c'est que le développement collectif fasse encore davantage de gains au niveau de la participation, entre autres participation je dirais, de l'ensemble des composantes de la société québécoise. Parce que là,
je pense qu'il y a davantage d'efforts à faire pour aller rejoindre là, des catégories de la population qui sont moins partie prenante. Oui, tout à fait. Des initiatives, là, moins partie prenante pour toutes sortes de raisons. Tu sais, il y a des raisons de défavorisation économique là, qui sont connues depuis longtemps, mais il y a d'autres motifs maintenant là, présents au Québec là, qui alimentent des situations plus d'exclusion, de marginalisation. Il y a un effort à faire là-dessus là, pour qu'on soit davantage inclusif, même si c'est déjà extrêmement intéressant, mais je pense qu'il faut aller plus loin. Toujours davantage. Inclusion, pollinisation. Ben, moi, je dirais intégration là, pour aller au-delà du social, pour aller transformation des institutions, de l'action publique et davantage de participation là, par l'inclusion de l'ensemble des composantes, là, y compris des composantes avec lesquelles on est moins familier dans le travail. Par exemple, les communautés religieuses. Là. Ah. Oui, je pense qu'il faut se questionner là-dessus. Là. Oui, tout à fait. Il faut regarder comment, dans nos pratiques de développement collectif, on élargit, je dirais, l'implication. C'est des défis, là, parce que je regarde dans ça. Oui, juste la barrière linguistique. Là. Tu sais, quand tu travailles avec communauté anglophone, communauté francophone dans le même territoire, là, déjà là, il y a quelque chose hein, à travailler. Là. Puis là, on va chercher dans les municipalités, entre autres, les communautés issues des migrations, par exemple. Puis ensuite, donc tout ça, là, ça va être du travail sur la planche. Et dans ce sens-là, Communagir ne manquera pas de travail pour les 10 prochaines années. On est prêt, c'est bon. Et je te remercie beaucoup, beaucoup, Denis, pour ton temps. Puis merci pour tout ça. C'est super intéressant.